cas des inculpés sont pertinents, mais il s'y range. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, mais ce n'est quand même pas innocent que deux procureurs généraux, donc deux avocats généraux, viennent dire que la procédure est nulle. Et leur patron entre griffes, parce qu'il est le chef du parquet, mais il ne vaut pas mieux qu'un avocat général. Hein. C'est juste une nomination. C'est le ministre qui l'a nommé procureur général. Chacun des avocats généraux aurait pu être procureur général. Donc, quand la décision a été rendue, l'avocat général nous a dit, je vais faire les ordres de mise en liberté et je vais les faire signer par le procureur général. Ce qui est normal. Quand il a fait ça, il a amené chez le procureur général, qui a dit, ben je prends les ordres de mise en liberté, laissez-moi réfléchir, je vais voir. Et il a fini par dire à l'avocat général qu'il a raison, mais de lui laisser les ordres de mise en liberté. Il a fermé son bureau, il est parti au département. Il a été appelé au ministère de la Justice. Nous avons attendu jusqu'à 18h, 19h. C'est pourquoi je viens de rentrer tardivement. Il a été prendre ses instructions et il a décidé de faire un pourvoi. Alors, le problème, est-ce qu'en la matière, le pourvoi doit empêcher la mise en liberté des inculpés? C'est ça. Le pourvoi, c'est un appel devant la Cour suprême. Ce que nous avons fait devant la chambre d'accusation, c'est un appel des décisions du juge d'instruction. Ça, c'est un appel. Quand on quitte la première instance pour venir à la cour d'appel, c'est un appel. Quand on n'a pas satisfaction, on fait ce qu'on appelle un pourvoi, c'est-à-dire on saisit la Cour suprême qui va définitivement trancher. Et d'ailleurs, la Cour suprême, elle tranche, elle ne siège qu'en droit. Elle statue sur la violation éventuelle de la loi. Elle va vérifier si la chambre d'accusation a violé la loi, son rôle s'arrête là. Elle ne va pas rentrer dans les faits. Donc la Cour suprême ne juge pas. Elle ne juge pas en fait, elle juge en droit. Elle va juger uniquement en droit. Mais le problème, c'est que normalement, quand le procureur, quand on fait appel d'une décision de refus de mise en liberté du juge d'instruction, et que la chambre d'accusation statue sur ça, annule l'ordonnance du juge et ordonne la mise en liberté, lorsque le parquet fait un pourvoi, l'intéressé est maintenu en détention jusqu'à ce que la Cour suprême statue. Mais lorsque la procédure elle-même est annulée, les mandats sont annulés. C'est ce qu'a dit la chambre d'accusation. Elle a annulé le mandat, les mandats de dépôt, mais le pourvoi du procureur général ne peut pas faire survivre la procédure. C'est une hérésie sur le plan juridique. Donc il doit signer les ordres de mise en liberté, laisser les gens sortir et continuer éventuellement son pourvoi. Et la Cour va nous dire si en droit la Chambre avait raison ou pas, si elle a violé la loi à son tour ou pas, comme les juges d'instruction et les procureurs ont violé la loi. C'est ce que la Chambre a sanctionné, la violation de la loi par le procureur et les juges d'instruction. Voilà. Mais là, ça peut prendre combien de temps, ça encore? Ce pourvoi peut prendre combien de temps? Ça dépend, mais le minimum, c'est un mois. Un mois. Le minimum, c'est un mois. Et c'est inadmissible. Et maintenant, au moins, on sait maintenant d'où viennent tous les coups. Moi, je l'ai dit, je n'aime pas polémiquer. Je suis un professionnel. Je m'en tiens aux aspects juridiques du dossier. Mais là, on est en train de glisser sur un terrain extrêmement dangereux. Parce que le ministre de la Justice a toujours dit qu'il respecte les procédures, qu'il ne s'interfère pas dans les décisions de justice. Il aime à rappeler qu'il avait rué dans les brancards avec un ministre, que ça lui a valu sa démission. Il aime à rappeler ça. Et aujourd'hui, c'est lui qui donne des instructions pour faire un pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation. S'il ne s'interfère pas dans les décisions de justice, quel intérêt il a à faire pourvoi? Donc vous pensez que c'est le ministre qui a interféré? Mais c'est évident, le procureur général est parti prendre des instructions, il l'a dit. Il est parti prendre ses instructions et il a pris les instructions du ministre qui lui a dit de faire pourvoi. Maintenant, ça suffit, il faut qu'on se dévoile là. Parce que le ministre, moi je l'ai été le voir depuis le début de cette affaire et je n'irai plus le voir. Parce qu'il a joué double jeu. Il nous a dit, je n'interfère pas dans les décisions de justice. Je laisse faire, je laisse faire. Il s'était réjoui de la judiciarisation de cette affaire. Ce que nous déplorons. Parce que ce n'est pas une judiciarisation, c'est un blanchiment de procédure. Et là aussi, c'était une nullité très grave qu'on a soulevée. C'est-à-dire que dans ce dossier, des gens ont été arrêtés par la sécurité d'État.
Nous avons produit aujourd'hui à la Chambre d'accusation la loi de 89 qui définit et qui institue la Direction générale de la sécurité d'État. Elle n'a aucune mission d'interpellation, encore moins de détention. Elle a des missions de renseignement. C'est écrit noir sur blanc par la loi. Donc la sécurité d'État, lorsqu'elle a des renseignements sur une tentative de coup d'État, il saisit le procureur. Mais il ne peut pas arrêter les gens, ficeler un dossier et puis appeler le procureur comme son élève, lui dire bon, poursuivez ces gens-là, judiciariser la procédure, c'est comme le ministre l'a dit. Non, ça n'existe pas ça. Ça, c'est un motif de nullité de la procédure. Quand vous prenez le dossier, les gendarmes qui ont fait l'instruction vous disent les Rasbat, Youssouf Bachili, Vital Diop, Mamadou Kone, nous ont été amenés par la sécurité d'État, qui les ont arrêtés pendant 4 jours. Ensuite, ils les ont amenés à la gendarmerie. Et le procureur instruit aux gendarmes qui l'ont écrit noir sur blanc d'aller chercher le dossier à la sécurité d'État. Et ce dossier n'a jamais été versé dans la procédure. Nous n'avons aucun dossier dans la procédure parce que ça va l'annuler de toute évidence. Mais le fait de ne pas mettre le dossier aussi dans la procédure l'annule. Parce que des gendarmes se contentent de poser des questions, on se demande ça tombe du ciel. On dit que c'est quoi a été consulté un marabout. On ne sait pas qui l'a dit, quel témoin l'a dit, ça vient de quelle enquête, ça vient de quelle filature, de quelle surveillance. Et il se trouve que ce fameux marabout, c'est l'oncle de... On peut empêcher quelqu'un d'aller chez son oncle depuis plus de 20 ans. Bon, ensuite on dit qu'il y a des réunions. Il y a eu des réunions dans une mosquée. On ne dit pas qui a assisté à la réunion, dans quel but. Il n'y a pas d'enregistrement, il n'y a pas de filature, aucune preuve. On leur pose des questions comme ça. Sékou, le ministre secrétaire général, vous avez voulu déstabiliser l'agenda du président de la transition, alors que ce n'est pas lui qui fait l'agenda du président, mais qui leur a dit, on ne sait pas. On dit que Sékou a transmis des initiatives confidentielles du président de la transition à Rasbat. Comment, quand, par quels moyens, on ne sait pas. Ces questions qui tombent du ciel comme ça, c'est une violation des droits de la défense. En matière pénale, toutes les pièces doivent être dans les dossiers et les avocats des inculpés ont le droit d'y avoir accès. Donc le fait que ce dossier fantôme soit invoqué et qu'il ne soit pas dans la procédure, mais qu'on se base sur ça pour poser des questions, ça rend la procédure nulle. Et les gendarmes qui ont procédé à l'enquête n'ont fait que interroger les différents inculpés en leur posant des questions. Et on se rend compte que la plupart d'entre eux, ceux qui ne sont pas des parents, ne se connaissent pas. Agui Boutal est le frère utérin de Boubou Cissé, évidemment, c'est son frère, il le connaît. Mais à part ça, il ne connaît pas Rasbat, il ne connaît pas Mamadou Kone, il ne connaît pas, comment il s'appelle, Kansai, il ne connaît pas les autres, ils ne se connaissent pas. Comment ils vont faire un complot sans se connaître? Donc, on a soulevé sur toutes ces questions-là. Ils ont été gardés plus de 4 jours à la sécurité d'État, après plus d'une semaine à la gendarmerie. Ils ont été arrêtés du 21, c'est le 31 qu'ils sont mis sous mandat. Alors que notre constitution dit que nul ne peut être détenu plus de 48 heures sans un ordre judiciaire. Ils sont détenus plus de 10 jours. En France, lorsque vous gardez quelqu'un 30 minutes de plus que le délai de garde à vue légal, ça annule et la garde à vue et la procédure subséquente. On a plaidé tout ça. Ici, les gens ont été gardés pendant 10 jours, alors que notre constitution dit que le délai de garde à vue est de 48 heures. Nous sommes en avance sur la France, qui l'a mis récemment dans sa loi, la présence de l'avocat à la garde à vue. Nous, on l'a mis dans notre constitution. Et si ce n'est pas respecté, la sanction, c'est quoi? Si les juges ne peuvent pas annuler ça, mais il n'y a pas de raison qu'il y ait Ante Abana. Hein. Ceux qui ont voulu mettre la République sens dessus, parce qu'on a voulu toucher à la Constitution, eh bien aujourd'hui, ils doivent se lever pour exiger qu'on respecte la Constitution, tout simplement.
Et ces juges-là n'ont fait que ça, annuler la procédure en disant les délais de garde à vue ayant été largement dépassés, ça annule la procédure. Mais en plus de ça, le procureur n'est pas compétent, le juge n'est pas compétent, ils auraient dû envoyer le dossier à la haute cour de justice. C'est la loi qui le dit. Et nul n'est au-dessus de la loi. Et quand vous avez des avocats généraux qui vous disent ça, comment un procureur général, fut-il procureur général, peut-il se détacher de ses avocats généraux pour aller au département, prendre des instructions et faire un pourvoi et vouloir maintenir les... C'est lui la loi. C'est le ministre de la Justice la loi. Moi, je suis désolé. Moi, j'ai été ministre de la Justice. Je n'aurais jamais accepté qu'on poursuive avec un dossier comme ça. Et si les juges prennent leurs responsabilités, j'aurais donné ma bénédiction. Mais je n'aurais jamais accepté d'abord dès le départ. Mais on n'a pas voulu, on a dit, le ministre a dit, je ne suis pas responsable, je n'interfère pas, je n'ai donné aucune instruction. Soit on a joué le jeu, mais aujourd'hui les choses se dévoilent là. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Voilà, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Nous allons revoir le procureur général déjà demain. Tous les avocats, on s'est donné rendez-vous pour aller voir le procureur général, pour aller discuter avec lui, essayer de le ramener à la raison pour qu'il libère les gens. Pour qu'il libère les gens. Son pourvoi, il a le droit de le faire. La chambre, la cour d'appel, la cour suprême l'examinera. Mais qu'il mette en liberté ces innocents-là. Parce qu'en le refusant, lui-même, il viole la loi. Et il est en train de commettre une séquestration, une détention arbitraire. Si ça continue, on portera plainte. Il n'est pas au-dessus de la loi. Hein. On portera plainte à la Cour suprême contre le procureur général. Comme c'est possible. Mais évidemment. Mais nul n'est au-dessus de la loi. Quand le procureur de la République enfreint la loi, il est justiciable aussi, il peut être poursuivi. Et c'est tout. Ça, c'est la première chose. On va faire un droit de réponse. L'ORTM, c'est pour nous tous. La loi sur la presse prévoit un droit de réponse. Nous allons exercer ce droit de réponse parce que ce qu'il a dit à l'ORTM est inexact. Ce n'est pas parce que la Chambre est allée contre ses réquisitoires et alors la Chambre n'est pas tenue par son réquisitoire écrit. C'est son argumentaire à lui. C'est tout. La Chambre n'est pas tenue par ça. Surtout que ses avocats généraux sont désolidarisés de lui. Et eux, au moins, ont fait du droit. Ils ont dit du droit. Mais le réquisitoire qui est dans le dossier, on ne peut pas le soutenir. Ils n'ont qu'à le rendre public, comme le procureur de la République l'a fait. Il a rendu parce qu'il pensait que c'était un chef-d'œuvre. Mais quand on a soumis ça à la critique des différents juristes à travers le monde, dans l'espace Ouada, dans l'espace UMOA, et on est vite devenu la risée. Je l'ai dit, ce n'est pas nous en fait. C'est l'auteur de cette réquisition qui s'est fait ridiculiser, de ce réquisitoire. Parce que parler de sacrifice rituel, de viande sacrificielle à Koulouba, c'est pas sérieux quoi. Parler de déstabilisation, de renversement par la force d'un gouvernement légal par des civils aux mains nues qui n'ont pas de complices militaires, qui n'ont pas d'armes, c'est une infraction impossible. Donc voilà la réalité de ce dossier-là. Est-ce que vous pensez qu'un ministre de la Justice doit s'acharner à faire un pourvoi dans un dossier pareil, où la loi a été violée et reconnue maintenant par la chambre d'accusation? Nous, on n'acceptera pas ça. On ne l'acceptera pas. Et on va continuer à se battre là-dessus. J'ai dit qu'on fait confiance à notre justice et on a eu raison. Parce que la justice maintenant a fait son boulot. Mais le ministre de la Justice n'est pas la justice. Je suis désolé, il n'est pas la justice. Moi, je suis fier de notre justice. Le procureur général, l'avocat général Diawara, aujourd'hui, j'en étais fier. Nampé, c'est pareil. On a fait les mêmes études. Ils n'ont fait que faire des réquisitoires conformes au droit. Voilà. Mais maintenant, si pour des raisons qui ne nous concernent pas, on veut politiser le dossier, là aussi on sait faire face. On sait faire face. Et il est temps qu'on dise maintenant que ça suffit. Ça suffit. Il y a des gens qui sont morts pour ces libertés-là. Il y a des gens qui sont morts pour ces textes-là. En 91, moi j'étais là quand on faisait cette constitution.
J'étais là quand on a supprimé la Cour spéciale de sûreté de l'État. Il y avait une cour d'exception qu'on a supprimée pour qu'il y ait des juridictions ordinaires. Il va prétendre, s'il fait pourvoi, c'est parce qu'il prétend que la chambre d'accusation a violé la loi. C'est son droit de demander à la chambre d'accusation, à la chambre criminelle de la Cour suprême, de dire si oui ou non la chambre d'accusation elle-même a violé la loi. On ne peut pas l'en empêcher de faire ce recours-là, mais ce que nous disons, il doit mettre les gens en liberté, parce que la procédure a été annulée, et l'annulation fait que le dossier disparaît. La procédure est censée n'avoir pas existé. Le mandat d'arrêt annulé est censé n'avoir pas existé. C'est pas comme une annulation d'une ordonnance de mise en liberté. L'ordonnance, quand la chambre d'accusation annule l'ordonnance du juge et ordonne la mise en liberté, il ne touche pas au mandat délivré par le juge. C'est pour ça que lorsque le procureur général fait un pourvoi, le mandat continue à produire ses effets. C'est ça la raison en fait. Mais quand le mandat lui-même est annulé, l'annulation, mais c'est très grave. C'est annulé, ça veut dire que c'est anéanti totalement. C'est ça la conséquence juridique. Donc vous ne pouvez pas faire revivre ce mandat par un simple pourvoi. C'est tout. Donc qu'on respecte la loi, que le procureur de la République, le procureur général et le ministre respectent la loi. On les appelle à ça maintenant, au respect de la loi, purement et simplement.